BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h16, c'est l'homme à qui on a envie de dire merci ce matin. Nicolas Carnot, le directeur des synthèses et études économiques à l'INSEE, bonjour. Bonjour. Merci parce que, effectivement, depuis hier soir et la publication de cette note de conjoncture de l'INSEE pour le deuxième trimestre de cette année, vous nous dites, nous ne serons pas en récession, c'est-à-dire qu'on n'aura pas 2 trimestres consécutifs de baisse, on devrait être légèrement en hausse de 0,25 points au deuxième trimestre. Et quand on sait qu'on était à 0 au premier, mais plutôt à 0 moins, vous avez dit le patron de l'INSEE, ouf, hein, ouf. Alors, c'est pas flamboyant, mais ça tient. Oui, vous avez bien résumé les chiffres de croissance. Donc, on avait une stabilité du PIB au premier trimestre en volume. On prévoit actuellement de l'ordre de 1/4 de point d'expansion de l'activité au second. C'est pas la récession, comme vous dites. Non, c'est important. C'est pas non plus très rapide. C'est vrai que si on prend les choses sur 2 trimestres, ça nous fait environ 0,1 point de croissance en moyenne par trimestre. Ouais. Donc, on n'est pas en récession, mais on est clairement en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Voilà, si on avait eu l'absence de choc ukrainien, l'absence de choc sur mais c'est ça, Nicolas Carnot. Vous avez vu le contexte qu'il y a autour de nous quand même. Je ne dirais pas que le monde s'écroule, mais enfin, du coup, en tout cas, le monde se transforme. On va parler de l'inflation d'ailleurs, qui est dans votre note, mais l'inflation, les pénuries, la guerre en Europe, le confinement en Chine. Au moins, c'est quand même rassurant qu'on tienne. Oui, c'est à peu près ça. Il y a un facteur qui soutient, c'est l'amélioration de la situation sanitaire. Ouais. On sait que ça avait pesé au premier trimestre. Ça avait pesé, notamment en janvier, sur les hôtels-restaurants. Exactement. On avait quand même eu une baisse sur l'ensemble du trimestre de l'ordre de 5% de la consommation en service d'hôtellerie-restauration. Ouais. Donc là, forcément, il y a un effet un petit peu mécanique de rebond, de réouverture d'un certain nombre de services qui se propagent. Et ça joue positivement sur la consommation au second trimestre, malgré tout ce qui se passe par ailleurs, malgré le repli attendu du pouvoir d'achat, malgré la hausse de l'inflation. Et puis alors, c'est ça qui explique un petit peu cette dynamique légèrement positive que nous anticipons. Parce qu'on avait quand même moins 1,7% de consommation des ménages au premier trimestre. Là, ça repart à la hausse. Ça veut dire qu'il y a toujours cette envie quand même, malgré ces chocs qui nous tombent sur la tête au fur et à mesure. L'envie quand même de se faire plaisir, l'envie de consommer, peut-être de désépargner, pas beaucoup encore apparemment dans notre note. Disons qu'il y a quand même des différences suivant les situations, je pense. Donc cette envie que vous signalez, on s'attend effectivement à des choses meilleures sur le tourisme, les loisirs, etc. Ça concerne peut-être une fraction. Non, mais les professionnels nous le disent, voilà. Les vacances seront bonnes. Ils ont beaucoup de réservations dans les trains, dans les avions. Donc, à côté de ça, il y a la photo plus générale, morale des ménages qui est en berne, la hausse des prix qui pèse et qui pèsera sans doute sur l'alimentaire, sur des choses de cet ordre-là. Mais c'est vrai que globalement, on a une conjoncture un peu en demi-teinte, un coup de mou, je dirais, globalement, mais pas une récession, avec des choses contrastées là. Malgré tout, ce qu'on aurait dû avoir en l'absence du choc ukrainien, c'est-à-dire la sortie, l'amélioration des conditions sanitaires et le rebond, la fin du rattrapage qui va avec ça, donc ça joue un petit peu. Mais à côté de ça, vous avez les facteurs qui pèsent, donc bien évidemment la hausse des prix de l'énergie, des matières premières, des prix agricoles, etc., l'inflation et les conséquences sur les comportements des ménages. Ça, c'est un peu inquiétant, parce que quand on voit vos chiffres d'inflation, chaque mois, ça progresse. On était à 4,8 en avril, on est là à 5,2, on sera à 5,4 en juin. Ça va s'arrêter quand ? Bonne question. Pour le moment, ça augmente. Vous avez rappelé les chiffres. À l'INSEE, donc, ce que nous anticipons, c'est que la tendance jusqu'à juin, qui est l'horizon de nos prévisions, on ne se hasarde pas à mettre des chiffres au-delà, c'est que le chiffre d'inflation annuelle continuera à augmenter, donc vous l'avez dit, pour dépasser 5%, et ce, malgré l'effet modérateur des politiques de type bouclier tarifaire. Ça aurait été pire sinon. On serait de l'ordre de 7% en l'absence de cette politique. Alors, initialement, l'inflation, c'était un phénomène d'inflation importée. C'était beaucoup la contribution de l'énergie. C'est toujours le cas, mais ça se double aujourd'hui d'un deuxième phénomène qui est la diffusion via les prix de production, via la transmission sur un certain nombre de produits. C'est impressionnant, vous parlez des prix sortis de ferme et sortis d'usine, avec des hausses spectaculaires. Oui. Alors, il y a ces chiffres, effectivement. Bon, on peut en donner sur les céréales, c'est particulièrement impressionnant. 70% de hausse sur un an. Il y a clairement un effet de ce qui se passe en Ukraine là-dessus. Mais globalement, par exemple, sur les prix industriels
en mettant de côté de l'énergie, on est à des prix sortis d'usine de l'ordre de 11% en glissement annuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette boucle un peu dangereuse, cette spirale, coût, inflation, salaire, vous pensez qu'il y a un risque qu'elle se mette en marche? Cette spirale, comme on dit? Non, je ne pense pas qu'une spirale soit vraiment au sens de la stagflation, etc. Je ne pense pas qu'une spirale soit vraiment en train de se mettre en marche. Tant mieux. Je pense que, par rapport à la question de tout à l'heure, est-ce que l'inflation va continuer à grimper? Donc, à très court terme, nous, on prévoit plutôt, par ces effets de diffusion, que ça continue à monter à l'horizon de la mi-année, peut-être encore un petit peu au-delà après. Mais après, beaucoup va dépendre effectivement de l'évolution géopolitique, du prix du pétrole, des matières premières, etc. Bon, il y a un certain nombre de facteurs exogènes qui font que... Mais je pense qu'à plus moyen terme, on est plutôt, moi je crois plutôt à un scénario de retour, de stabilisation. Donc je pense que ça dépend un petit peu de l'horizon que vous regardez. Si vous examinez par exemple les anticipations des marchés, ce que vous observez, c'est que pendant longtemps, elles ont été, je parle jusqu'à la crise sanitaire et pendant la crise sanitaire, on était désancrés un peu vers le bas, peut-être 1% au lieu des 2% de la cible de politique monétaire européenne. On a eu une sorte de réancrage, on a même certains analystes qui voient des risques, et on ne peut pas le nier, qu'il y ait des risques de désancrage à la hausse, mais le scénario principal, ça reste quand même plutôt celui des anticipations qui restent ancrées. Plusieurs questions. Est-ce qu'on parle souvent de l'acquis de croissance? Alors, pour expliquer de manière un peu pédagogique ce que c'est qu'il y avait une sorte de dynamique de fin d'année qui fait que malgré cette croissance, vous nous dites de 0,1 par trimestre, après en moyenne, on va vers une croissance française en 2022 de quoi? De 2,6, 2,7%? Oui, c'est ça. Donc l'acquis de croissance, donc c'est ce qu'on obtiendrait en moyenne sur l'année 2022, en supposant qu'on reste plat sur les 2 trimestres de fin d'année. Mais il y a l'effet dynamique de la fin d'année dernière, quoi. Donc cet acquis, il est à 2,6 déjà. Ouais, c'est ça. Bon, si vous anticipez, nous encore une fois, on fera des prévisions actualisées sur d'ici fin juin. Mais si vous anticipez la poursuite d'une croissance un peu ralentie comme on a là, vous allez avoir un chiffre qui va tangenter les 3%, quelque chose comme ça. C'est ce qui explique d'ailleurs que le marché de l'emploi se tienne plutôt bien. On a vu dans des chiffres la semaine dernière que les créations d'emplois se poursuivent au premier trimestre, alors même qu'on sait que les chiffres n'étaient pas très bons, étaient même négatifs au premier trimestre. Pourtant, les entreprises continuent à embaucher. Pourquoi? Parce qu'elles anticipent des jours meilleurs, parce qu'elles ne veulent pas perdre des talents. Il y a ce phénomène aussi. Oui, c'est un point très, très positif qu'il faut souligner. On a eu une forte dynamique de l'emploi qui a surpris à la hausse en 2021, y compris à l'INSEE, mais pas qu'à l'INSEE, et qui a même excédé la dynamique de la reprise, qui elle-même a été vive, je rappelle. C'est un peu le mystère économique des derniers mois, c'est-à-dire qu'on dit, on crée, en général. Petit mystère. Donnez-nous la solution alors, parce que même Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose disent on ne comprend pas, on continue à créer des emplois, ça veut dire que la productivité baisse, alors qu'on n'a même pas retrouvé le niveau d'avant 2019. Donc il y a une petite magie quand même là. Oui, il y a une part qu'on appelle d'inexpliqué, comme disent les gens. Donc effectivement, il y a eu un surcroît d'emplois, un plafonnement, une petite perte de productivité qui a l'air d'être là. Il ne faut pas oublier aussi que l'emploi, c'est de façon générale une variable un peu retardée par rapport à l'activité. Donc là, même si on peut s'attendre à ce que la dynamique reste positive, il y aura forcément un effet. On le voit déjà au premier trimestre où il y a quand même moins de création d'emplois qu'au quatrième, etc. Mais globalement, c'est vrai que l'emploi tient bien. On peut se référer peut-être que le marché du travail fonctionne bien. Il y a eu tous ces dispositifs de soutien qui ont été extrêmement puissants, extrêmement efficaces sur le chômage partiel. Il y a peut-être encore un petit peu d'éléments de type, vous savez, il y a eu, avec la Covid, là malgré tout à l'hiver, il y a eu aussi pas mal d'absences pour congé maladie, des choses comme ça. On sait aussi, autre facteur, qu'il y a un peu de mismatch, comme on dit en anglais, là, entre les demandes et offres d'emploi. Donc là, il y a des difficultés de recrutement. Donc donc tout ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles, je dirais, pour l'emploi, pour les salariés. Et pour l'économie française en général. Nicolas Carnot, est-ce que vous arrivez parce qu'on voit que les marchés ne vont pas bien. Vous avez vu le CAC 40 qui a
crevé des planchers hier, 6200, 6100, le Nasdaq américain, les 4000, la tech qui a perdu 1000 milliards en 3 jours. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de cette dégradation des actifs? On parle des marchés, peut-être demain on parlera de l'immobilier. C'est quoi l'impact sur l'économie réelle de tout ça? Sur le moral des gens, sur leur peur de l'avenir, sur leur épargne? À un moment donné, ça va avoir un impact dans l'économie réelle, non? Et dans vos chiffres? Oui, c'est sûr que... Bon, on parlait beaucoup des effets de richesse il y a plutôt... C'est vrai. 15-20 ans, etc. On en a moins parlé ces derniers temps, je pense. Bon, ça concerne plutôt des catégories fortunées. Donc, je rappelle qu'elles ont aussi accumulé un certain nombre de liquidités. Sauf que pour l'immobilier, ça concerne beaucoup plus de gens. Pour l'immobilier, c'est effectivement plus large. Tout à fait, mais enfin pour le moment, pour l'immobilier, on est dans le spéculatif. On est dans le spéculatif, sauf que on voit que les taux d'intérêt montent, que l'apport personnel demandé aux gens augmente, et donc on craint, est-ce que nous dit les spécialistes de l'immobilier, un retournement, peut-être qu'à Paris, on va aller sous les 10 000 euros le mètre carré. Il y a des petits signes comme ça. C'est vrai. Bon, moi, honnêtement, je ne sais pas trop. Il y a cette correction qui s'est accentuée encore hier. Là, on est vraiment sur l'actualité en temps réel, quasiment. Honnêtement, qu'est-ce que ça va donner dans une semaine, dans un mois, on verra. Oui, ça fait partie du paysage. Mais pas d'effet de richesse. Il y a un resserrement monétaire général, il y a la Fed, etc., qui appuie. Donc, on voit bien que tout ça joue. Il y a une inquiétude, mais... correction en particulier sur les valeurs technologiques, mais qu'est-ce que ça donnera véritablement d'abord sur les marchés financiers en eux-mêmes? Bon, c'est pas très bien malin qui le sait. Et après, sur votre question sur la transmission à l'économie réelle, je pense que ça fait partie du paysage, mais c'est peut-être pas non plus sauf à imaginer un crack, c'est peut-être pas non plus le tout premier déterminant pour les prochains mois. Alors, votre prévision de croissance pour le deuxième trimestre, je le rappelle, 0,25 points. Est-ce que plus que jamais, le taux de probabilité est plus faible parce que l'incertitude est plus grande? Est-ce que vous êtes particulièrement prudent sur cette prévision ou est-ce que vous êtes confiant comme d'habitude? On peut dire qu'on est particulièrement prudent, mais vous savez, c'est assez amusant parce que je pense que régulièrement les prévisionnistes disent mais là, c'est particulièrement incertain. Bon, c'est un peu un classique. C'est vrai aujourd'hui. Il y a la situation géopolitique. On ne sait pas très bien comment ça va évoluer. Est-ce qu'il y aura des sanctions supplémentaires, etc. Il y a les choses qui se passent en Chine et les conséquences sur les chaînes d'approvisionnement. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie des facteurs. Confinement et vous regardez les exportations chinoises qui stagnent. Nos enquêtes montrent encore des difficultés d'approvisionnement à des sommets. Dans l'industrie, 45% des industriels qui signalent ça. Ce qui se passe aux États-Unis, comment est-ce que la Fed va arriver à rester sur le fil du rasoir fameux soft landing ou pas. Donc il y a un certain nombre d'incertitudes internationales, je dirais, tout d'abord, et puis après, dans une moindre mesure, sur la France elle-même. Donc oui, les choses sont incertaines. C'est une prévision centrale qui fait la synthèse des informations qu'on a aujourd'hui, qui s'appuie notamment sur les informations des enquêtes. Je rappelle qu'elles ont des signaux contrastés, mais pas mauvais globalement, en fonction du commerce de détail. C'est cette synthèse, mais il reste des risques importants. D'où ce chiffre que vous avez donné aujourd'hui, sans doute 3% de croissance en 2022. Vous avez dit que c'est atteignable, on est d'accord? Oui, alors là, vous m'avez fait parler un petit peu au-delà de ma prévision. Une indication sur ce qui pourrait se passer si on prolongeait les tendances telles que nous les prévoyons au deuxième trimestre. Merci Nicolas Carnot, directeur des synthèses et études économiques à l'INSEE, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Il est 8h30, c'est le journal.